Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver cette semaine sur votre émission Le Débat. On poursuit notre campagne sur la situation des enfants au Bénin. Mais cette semaine, nous parlerons du Code de l'enfant voté depuis 2015 au Bénin. Et pour les questions de protection, d'éducation et de développement des enfants au Bénin, l'importance du Code de l'enfant n'est plus à démontrer. Et c'est la loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015 qui a porté le Code de l'enfant en République du Bénin. C'est donc une loi fondamentale qui cadre sur la protection de l'enfant et qui réprime tout abus sur les enfants en République du Bénin. Conscient qu'il ne suffit pas d'un code pour que les enfants puissent jouir de leurs droits et connaître leurs devoirs, le RESPESD, le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile, premier réseau de protection des enfants, développe depuis lors une campagne dénommée Le Bénin au rythme du Code de l'enfant. Cette campagne est tout un programme de vulgarisation, aussi bien au niveau des acteurs que sont les enfants, mais également dans les écoles primaires, dans les médias pour sensibiliser sur le Code de l'enfant. Et pour en parler, je reçois cette semaine Madame Amélie Delphine Aklogan. Elle est psychologue et conseillère pédagogique. Madame Aklogan, bienvenue. Merci. Bonjour à vous aussi. À ses côtés, M. Wilfried Lissa, il est le coordonnateur du RESPESD, le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile. Monsieur Lissa, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci infiniment d'avoir accepté faire ce débat avec nous. Dites-nous, pourquoi avoir accepté faire cette campagne? Pourquoi un code de l'enfant, monsieur Lissa? Merci, madame la journaliste, pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler du code de l'enfant. Alors, pourquoi une campagne? C'est une loi qui a été votée et nous savons qu'après la publication au journal officiel de la loi, il est important d'entamer la phase de vulgarisation de la loi pour permettre quand même à la population de pouvoir connaître les éléments, les nouvelles dispositions, j'allais dire, qui sont définies par l'État pour que l'application soit plus ou moins aisée, j'allais dire. Voilà un peu, le RESPESD étant un réseau de protection des enfants. Le code parlant de l'enfant, on ne pouvait pas rester indifférent par rapport à un tel test de loi. Et nous avons entamé donc cette campagne sur fonds propres pour le moment. C'est toujours bien de commencer pour qu'on puisse vous aider à porter l'initiative encore plus loin. Et nous acceptons de vous accompagner dans ce combat-là. Madame Aklogan, en tant que psychologue et conseillère pédagogique, quels sont les contenus de cette loi qui vous semblent importants? Et merci, madame la journaliste. Dans le Code de l'enfant, il y a plusieurs aspects qui sont très importants, notamment les droits de l'enfant, les devoirs de l'enfant, les responsabilités des parents, les responsabilités de l'État et les responsabilités de la population. Donc, c'est ce que je peux citer pour le moment. Et puisque moi, j'allais déjà entamer des émissions par rapport au respect des droits de l'enfant, la question qui me préoccupe évidemment, c'est la question de la responsabilité des parents. Parce que si tous les parents étaient responsables, je crois qu'on aurait moins de problèmes, moins de droits des enfants brisés. Bien sûr, Lissa. Bien sûr. Alors, permettez-moi de rebondir sur la question. Et comme innovation dans le code, et parlant en même temps de responsabilité des enfants, des parents, il y a la déclaration de naissance qui est une nouveauté du code. Entre-temps, le délai pour déclarer un enfant, c'était de 10 jours. Avec la nouvelle loi, ce délai a été prorogé jusqu'à 21 jours. C'est une innovation. L'adoption internationale est abordée dans le code en tant qu'innovation. L'adoption, c'est le fait qu'un enfant n'ait pas de parents ou soit dans des difficultés, que quelqu'un, non pas quelqu'un, un couple décide de prendre cet enfant-là sur sa couple. Voilà, et la loi a été claire dessus. Il faut que ce soit un couple légal. Voilà, régulièrement marié. Et aussi un couple au thème du Code des personnes de la famille, c'est-à-dire un homme et une femme, pour ce qui concerne le Bénin. Alors, l'autre innovation, c'est l'assistance médicale à la procréation, qui est une innovation du code également. Non, on va détailler. Assistance à la procréation, c'est les reproductions in vitro et autres, c'est ça, hein? Voilà. Pour les personnes qui ont des difficultés à avoir un enfant. Bien sûr, bien sûr. Vous savez que dans les couples, les problèmes que les couples rencontrent, l'un de ces problèmes est la procréation. La loi a autorisé quand même à encadrer le recours à d'autres méthodes autres que naturelles pour donner la vie. C'est bien encadré dans le code.
Et ça fait partie des innovations. Pour revenir à la question des responsabilités des parents, le code a vraiment fait focus là-dessus parce que les parents sont les premiers responsables des enfants. Ils sont plus proches des enfants. La loi leur a donné toute cette responsabilité pour pouvoir aider les enfants dans la déclaration, dans l'éducation des enfants, le soin à apporter aux enfants. Voilà. Donc, c'est plusieurs éléments qui ont été évoqués. Même, je prends l'aspect châtiment corporel. Le Code est venu dessus et a mis l'accent sur la santé des parents de protéger les enfants contre le châtiment corporel. Il ne faut plus taper les enfants. Bien sûr, bien sûr. À l'école, dans les centres d'accueil et les centres d'apprentissage. La loi était claire dessus et c'est de notre responsabilité à nous tous, parents, de veiller à ça. On va faire un petit virage, Madame Aflogan. J'aime bien quand c'est une mère qui est sur ce plateau, en plus d'être un psychologue, un conseiller pédagogique. En tant que parent, quelles sont les responsabilités que j'ai envers mon enfant, au-delà de l'avoir mis au monde, de savoir que je dois l'éduquer et l'envoyer à l'école? Je crois que le premier point de la responsabilité des parents, c'est la déclaration de naissance de leur enfant. Un enfant qui naît doit être déclaré dans un délai indiqué dans le code, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Une vie juridique. Voilà. Et mis à part ça, le parent a le droit d'éduquer l'enfant, le droit de le nourrir. Les parents doivent nourrir comme ils se doivent leurs enfants. Une nourriture de qualité, équilibrée et puis variée. Et bien entendu, selon leurs possibilités. Et aucun enfant ne doit être discriminé en matière de ration alimentaire au sein de sa famille. L'enfant doit être habillé, l'enfant doit être vêtu, voilà, l'enfant doit être vêtu. Propre à regarder. Ou propre à regarder. Les parents doivent conseiller, donner de bons conseils à leurs enfants selon leur contexte socio-culturel et selon les lois de la société, de la République. Et les parents doivent garantir la santé de leurs enfants, notamment pour ce qui est de la vaccination, de l'hygiène et de l'eau potable. Les parents doivent également protéger leurs enfants de toute forme de violence, puisque l'enfant est l'être humain le plus fragile qu'il soit, étant entendu que pour définir l'enfant, c'est cet être humain qui a moins de 18 ans, qui est âgé de moins de 18 ans. Qui a besoin de protection. Voilà. L'enfant a besoin de protection, mais en Afrique et au Bénin en particulier, on pense que faire un enfant, c'est une question d'héritage. Et donc, on peut en faire beaucoup. J'ai même eu des invités ici par rapport à ces différentes émissions que je fais sur l'enfant qui m'ont dit que dans les centres d'accueil, il y a des parents qui en ont tellement qu'ils en ramènent pour dire que l'État devrait s'en occuper. Est-ce normal, madame? Pas du tout, madame. C'est là où le bas blesse. Que des parents décident de faire beaucoup d'enfants sous prétexte que chez nous, on dit que c'est l'enfant qui est la richesse du pauvre. Et, vraiment, c'est difficile à comprendre par nos parents qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas grande connaissance de ce que c'est que la responsabilité parentale. Et c'est justement pour cette raison d'ignorance que certains parents décident d'en faire assez et à des fins commerciales. Voilà, donc il n'est pas du tout normal de faire beaucoup d'enfants. Il est plutôt conseillé d'en faire autant qu'on peut pour subvenir à leurs besoins vitaux. Voilà. Monsieur Lissa, je sais parce que vous êtes un homme que je vous adresse cette question. J'adore titiller mes invités, mais c'est très important pour moi. Pourquoi est-ce que on n'a pas de filles, on n'a pas de garçons, on est à la recherche perpétuelle d'un enfant d'un sexe et on finit par en faire beaucoup et après on se décide, dans le contexte polygamique qui est le nôtre également, à ne plus s'en occuper, on demande au maman de s'en occuper. Alors, merci pour la question. Parce que c'est dans ce contexte justement qu'une mère peut décider d'aller mettre l'enfant chez une tante ou une tierce personne pour pouvoir l'accompagner dans l'éducation. Bien sûr. Alors, je dirais que la question là pose le problème de la planification, la régulation des naissances. Et vous savez que dans le couple... Dites régulation et planification, la population n'aime pas entendre ce mot. Ah bon? D'accord. L'espacement des naissances. L'espacement des naissances. Alors d'accord, allons-y comme ça. Alors. Sinon, ils vont dire qu'on a amené quelque chose de l'extérieur pour venir un D'accord. Vous savez que cette question, normalement, ce n'est pas du ressort d'un
membre, d'un seul membre de couple. C'est à discuter ensemble. Et vous savez, avec l'alphabétisme que nous avons, ça occasionne ce phénomène de multiplicité d'enfants dans les foyers, parce que la femme, par exemple, qui dit « je ne veux pas faire 3 enfants, je ne veux pas faire 4 enfants », et qui n'a pas elle-même un pouvoir d'achat digne du nom, est obligée de se soumettre. Voyez? Et le fait qu'il y ait ces enfants, des enfants dans le couple du genre, aussi peut être aussi cause de violence. Et que les violences conjugales peuvent aboutir aux violences sur les enfants. Sur les enfants, et non seulement ça, peuvent occasionner ou bien engendrer le problème de beaucoup d'enfants dans les couples. Parce que tout simplement, on n'est pas éduqué pour, et on se dit, comme la madame l'a dit, si j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, ça ne me suffit pas. Il faut que j'en fasse plusieurs pour qu'ils m'aident. Je peux les placer, parce que n'oubliez pas qu'on est en Afrique, on est au Bénin, et l'enfant, quoi qu'on dise, constitue une richesse. C'est maintenant, avec les sensibilisations, on essaie quand même d'informer la population sur l'importance de réguler les naissances, ou bien d'espacer les naissances pour pouvoir mieux prendre en charge ces enfants-là. Vous l'avez tout à l'heure, dans les centres d'accueil que nous avons, il y a des enfants que vous retrouvez, et après tout le travail de prise en charge, vous décidez de réinsérer cet enfant-là dans la famille, et vous allez, ne serait-ce que l'habillement de l'enfant, le jour de la réinsertion fait que les parents vous disent, faut le ramener on vous donne l'enfant là parce que vous êtes bien occupé de lui. On vous dit parfois, il y a d'autres enfants que vous pouvez prendre. Donc, c'est une question au-delà sociologique. C'est une question de fuite de responsabilité. Bien sûr, bien sûr. Et parfois, vous savez, le problème qu'on a aussi, c'est qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour mettre la pression sur les parents pour pouvoir prendre leur responsabilité. Par exemple, un parent que vous recevez qui est artisan, et qui n'est pas fonctionnaire, je veux dire, et qui a un enfant qui n'accompagne pas, qui ne soutient pas. Vous n'avez aucun moyen de pression, par exemple, pour lui prendre une pension alimentaire pour cet enfant-là, parce qu'il n'a pas de compte bancaire peut-être, il n'a rien du tout. Et il y a aussi un problème d'adressage. Vous ne savez pas exactement où est-ce que le parent la vit, et ça complique la tâche. Donc, je pense que nous n'allons pas nous arrêter. Continuez pas à sensibiliser les parents sur l'importance de l'exception de naissance pour le bien de nous et du Bénin, j'allais dire. J'ai ri parce que nos contextes sociologiques vont bien au-delà. Parce que mon mari a 3-4 femmes, ma épouse en a 2-3. Il faut bien que moi aussi j'en ai 3. Si ma épouse a des garçons, parce que moi j'ai des filles, il faut que j'ai des garçons. Et finalement, madame Kologan, excusez, on ne finit pas à en faire beaucoup. Alors que le mari n'est même pas en mesure de s'occuper de tous les enfants. Parce que peut-être la coépouse a un petit job, un petit commerce, et arrive à suppléer son mari pour s'occuper de l'enfant. Mais moi, je ne l'ai peut-être pas, mais je veux faire comme ma coépouse. Ça, c'est monnaie courante chez nous. Et tout récemment, je crois avoir partagé avec quelqu'un qui se plaignait d'un centre de santé où son épouse est décédée. Sinon, sa belle-sœur, la femme à son frère est décédée des suites de l'accouchement du 12e enfant. Wow. Voilà. Et il paraît que le monsieur lui demandait, qu'est-ce que tu voulais en fait? Tu vois, tu as tué la femme, voilà. Tu as tué la femme, une seule femme pour 12 enfants, qui fait 12 enfants. Wow. Donc le contexte socio-culturel africain est tel que les femmes croient que autant leur coépouse en a, autant elles doivent en avoir. Mais parce que la famille risque de mal regarder. Voilà. Donc c'est le regard de la société sur les femmes qui fait que nos femmes réfléchissent comme ça. Sinon, pourquoi est-ce qu'il faut se laisser souffrir soi-même comme ça? Moi, je ne vois pas. Vous faites des enfants, le monsieur n'est même pas toujours prêt à contribuer pour l'alimentation et vous en faites plusieurs. Vous voyez, du coup, ça les conduit soit au décès en couche ou à la mauvaise éducation, le mauvais entretien de ces enfants-là, au placement d'enfants et tout ce qui s'ensuit. Bon, nous allons revenir à notre campagne
J'ai fait ce clin d'œil-là parce que ce sont des problèmes également qui font qu'on en arrive à la maltraitance des enfants, à briser les droits de nos enfants, alors qu'on dit souvent qu'on les aime. Pourquoi maintenant une campagne de vulgarisation du Code de l'enfant? Est-ce pour mieux sensibiliser, pour mieux attirer l'attention sur les phénomènes qui nous amènent à briser les droits des enfants, M. Lissa? Bien sûr. Une campagne de vulgarisation du Code de l'enfant, nous l'avons jugé important et commencer par la base parce que, vous savez, on dit que l'une n'est censée ignorer la loi. Mais quand une loi est votée, il faut quand même que la population sache, connaisse cette loi et sache les dispositions nouvelles ou bien les dispositions prises par l'État. Alors, la campagne que Respect a voulu lancer, engagé avec les partenaires et dans tout le Bénin, vise essentiellement à informer la population sur les droits de l'enfant, mais essentiellement les droits reconnus à l'enfant dans le Code de l'enfant, qui ne sont rien d'autre que un condensé des instruments juridiques que le Bénin a ratifiés sur le plan international et aussi les dispositions à l'interne qui sont spécifiques à l'enfant. Je voudrais rappeler que, entre-temps, il y a 10 ans en arrière, le Bénin n'avait pas un Code de l'enfant. On avait juste un document qu'on appelait Code de l'enfant, qui était juste un recueil de textes de loi. Il y avait par exemple le Code des personnes de la famille et l'ordonnance 69 sur la prise en charge des mineurs, par exemple. Donc, c'est un ensemble de textes, qui traitent des enfants qu'on avait mis ensemble. Mais qui ne prévoyait pas les sanctions autres en cas de... Il y avait des sanctions, mais c'est des sanctions spécifiques par rapport à chaque loi. D'accord. Alors, il y avait les questions de mobilité, par exemple, de droit de déclaration de naissance, qui n'étaient pas bien abordées dans ces documents-là, avec les expériences du terrain, les difficultés d'application sur le terrain, a fait qu'on est arrivé à un Code de l'enfant qui a résumé ces éléments-là et qui a défini maintenant les sanctions et qui allait plus en détail, par exemple. Il y a par exemple la déclaration de naissance, si je prends seulement cet aspect-là, les chefs quartiers, les chefs villages ont été responsabilisés à déclarer les naissances, par exemple, dont ils ont connaissance dans les 30 jours, sous peine de sanction. Sous peine de sanction. Je crois bien que c'est de 15 jours d'emprisonnement à 30 jours pour un chef de quartier. On ne va pas déclarer quelqu'un qui est né dans sa localité. Dans sa localité, dont il a connaissance. Donc, vous savez qu'il y a des cas de naissance hors centre de santé. Oui. Donc, c'est une obligation qui est faite au chef de quartier, par exemple. On sait aussi dans les hôpitaux qu'il y a des infirmiers ou des sages-femmes, même des médecins, des centres de santé qui confisquent les filles de naissance des enfants. Pour défaut de paiement des soins. Voilà, la loi dit, mais si il y a un acte comme ça qui est posé et qui entrave la déclaration de naissance d'un enfant, cet agent-là sera puni. L'agent pourra aller jusqu'en prison, 15 jours à 30 jours, avec possibilité même de lui prendre son salaire pendant un mois. Voilà. Donc, je crois que cet aspect, par exemple, tout le personnel soignant n'est pas encore au courant. Voilà. Et aussi bien les élus locaux, parce qu'il faut dire que depuis le 30 mars 2016 que la loi a été publiée au journal officiel. Et depuis, beaucoup, jusqu'à l'heure, nous parlent, beaucoup n'ont pas encore connaissance des dispositions que la loi la prévoit. Donc voilà pourquoi le Respect a décidé quand même de faire cette campagne. Rappelons que nous avons été au cœur du processus d'adoption du Code de l'enfant. Nous avons fait le plaidoyer qui a abouti au Code, comme on l'a fait pour d'autres instruments. Je voudrais nommer les normes et standards applicables au centre d'accueil de protection. Voilà. Le Respect, c'est un grand réseau constitué de plusieurs ONG nationaux. Bien sûr. Nationaux, non? Bien sûr, bien sûr. Madame Aklogan, rappelez-nous un peu le contexte de cette campagne-là. Merci, madame. Je voudrais renchérir le développement de M. Lissa en disant que si Respect a voulu cette campagne, et surtout en passant par les écoles primaires, c'est pour respecter aussi le principe selon lequel rien nous concernant sans nous. Et lorsque les enfants, vous convenez avec moi que lorsque les enfants sont impliqués, ils se sentent concernés par quelque chose, ils s'y mettent et ils font tout possible pour aboutir, malgré leur âge. Bien sûr. Et cela dit, les enfants sur le terrain, d'abord, l'école est le lieu
qui rassemble les écoles, qui rassemble du moins beaucoup d'enfants. Voilà. C'est pourquoi les lieux ont été les écoles, notamment les complexes scolaires des CRP 28, c'est-à-dire région des RP 28 et 29. Ça, c'est le conseil pédagogique. Voilà. Donc, les régions pédagogiques 28 et 29 ont été la cible. 28 et 29, c'est pour situer un peu. Voilà. Il y a les circonscriptions Cotonou-Lagune qui réunit les écoles et complexes scolaires. Cotonou-Lagune, c'est dans la zone de Ganri, oui, jusqu'à Vosak-Podi et dans Tokpa là-bas, voilà. Et le 28 qui réunit le Bégamin jusqu'à Fidrosé et autres. Donc ça fait le Grand Cotonou. Le Grand Cotonou, vraiment. Voilà. Et au sein de ces régions pédagogiques, nous avons ciblé les complexes scolaires de Dandji, de Fidrosé Kota, de Vosak-Podi, de Jericho et de Plakodi. Il faut dire que c'est des localités où il y a beaucoup d'enfants, mais l'information ne passe pas. Voilà. Et non seulement dans ces localités, il y a beaucoup d'enfants, mais c'est des localités aussi qui remplissent des conditions de vulnérabilité, des critères de vulnérabilité. Voilà. Et au niveau de ces écoles, nous n'avons pas, il est vrai, au drapeau, on a pris en compte tous les enfants. Mais les porte-paroles, les véritables porte-paroles sont au niveau 3, c'est-à-dire le CM1 et CM2. Oui. Voilà, les enfants du CM1, CM2, leurs enseignants et les responsables d'école, que sont les directeurs et directrices d'école. Nous avons eu vraiment l'appui des chefs de région pédagogiques que je viens de citer. Les enseignants qui vous accompagnent dans cette lutte-là. Voilà. Avant de venir vous demander, qu'est-ce que vous dites à nos enfants dans les écoles, quelques thématiques. Je vais d'abord demander à M. Lissa, depuis que la campagne a démarré, quelles sont les activités qui ont été menées au-delà des sensibilisations? Merci. Point bref. Oui. Alors, il faut dire que pour cette campagne, nous avons prévu des sensibilisations, des sensibilisations dans les écoles comme activité phare. Nous avons prévu aussi la formation des enseignants des classes de CM, les CM1, CM2 et des directeurs d'établissement. Nous avons aussi prévu comme activité le passage sur les zones, comme on le fait d'abord, d'ailleurs, j'allais dire, et pour informer aussi sur la question du... Donc, c'est une campagne de proximité bien sûr. Et de communication. Voilà. Donc, essentiellement, pour cette phase pilote, nous avons, voulu travailler quand même sur la formation et les sensibilisations et la vulgarisation à travers les médias. Madame Aplogan, quand vous arrivez dans les écoles, comment est-ce que vous donnez l'information? Je veux me visualiser un peu comment ça se fait sur le terrain. Bien, d'abord, permettez-moi de remercier Esaïe TV de nous avoir accueillis, voilà, et de vous être vraiment impliqués dans cette campagne. Voilà. Et c'est très simple. L'état des lieux est d'abord fait. Bon, en prélude de la rencontre avec les enfants, nous avons rencontré les responsables d'établissement qui ont donné aussi leur quitus. Bien sûr. Et puis, on a échangé par rapport au programme parce que... Au programme scolaire? Non, pas pour le programme scolaire, au rendez-vous, au programme des activités. Vous savez que dans toutes les écoles, il y a ce qu'on appelle emploi du temps. Et une minute de retrait de l'emploi du temps, c'est pas sûr que ça soit rattrapé. Donc, nous n'avons pas été vraiment des chronophages. On a discuté avec ces responsables donc, pour avoir les moments qui peuvent vraiment permettre de passer l'information. Voilà, de passer l'information sans pour autant impacter négativement sur les activités scolaires. Voilà. Bon, mis à part ça, nous avons rencontré maintenant les directeurs pour... le débat n'est pas le même à chaque niveau, c'est à plusieurs niveaux. Ce que nous avons dit, c'est les mêmes thèmes que nous avons abordés avec les directeurs, les enseignants et les apprenants. Mais deux points m'intéressent, voilà. Le point des enseignants et le point des enfants. Oui. Qu'est-ce que vous avez donné comme information aux enseignants? Comme information aux enseignants, nous avons rappelé le contenu du code de l'enfant et notamment de la circulaire 100
qui interdit le châtiment corporel. Et nous avons parlé aussi des autres points tels que la mobilité et autres. On a donné un petit briefing sur la mobilité, c'est quoi? Comment? La mobilité de l'enfant, le déplacement de l'enfant d'un lieu à un autre, voilà, de sa famille, de sa maison familiale, dans une autre maison, à l'interne, comme à l'externe, c'est-à-dire au niveau national, comme à l'international. Quelles sont les causes, les conséquences, voilà. Bon, vous préférez mobilité. Quand on dit migration, ça fait trop fort pour vous. D'accord. Et pour les enfants? Et pour les enfants, maintenant, nous sommes passés par leurs droits pour aboutir à leurs devoirs aussi. Les parents disent que quand vous dites ça à l'école, c'est que les enfants ne viennent à la maison que réclamer tout le temps des droits. C'est pourquoi l'implication des enfants a été vraiment la plus grande arme pour nous faciliter cette sensibilisation. Ce sont eux, dans l'état des lieux, ce sont eux qui ont identifié, sinon on a répertorié ensemble avec eux leurs droits, et puis on est parvenu, après leurs droits, à leurs devoirs. Ce sont eux-mêmes qui ont donné les informations, et nous, chaque fois, on les renforce en besoin d'information. On renforce leurs besoins en information. Voilà. Monsieur Lissa, oui. Parler des droits de l'enfant aux enfants. Madame a utilisé une expression que je viens d'oublier. Nos droits passent en nous. Vous avez utilisé une formule tout à l'heure pour dire... Oui, autrement dit, madame voulait dire tout ce que vous voulez faire pour nous, et si vous le faites sans nous, c'est que ce n'est pas, c'est contre nous, c'est contre nous. D'accord. Voilà. Rien nous concernant sans nous. Rien, je vais écrire, rien nous concernant sans nous. Voilà. Alors, si vous permettez, oui, je voudrais revenir sur les 4 thématiques abordées dans les écoles. Alors, il s'agit de l'enrichissement des naissances, des abus sexuels et mariages forcés et précoces des enfants. Il y a la mobilité des enfants et enfin le châtiment corporel. Et je rebondis sur la notion de mobilité pour dire que pour nous, c'est la mobilité. C'est la mobilité et non la migration. Oui, c'est vrai que c'est 2 thèmes qui ne sont pas opposés. La mobilité, nous avons choisi chacun de ces thèmes parce que et revêt une importance capitale pour nous en matière de protection. Et j'attends toujours de trouver des invités pour parler de cette question de mobilité-là. Voilà. Je pense que au niveau du réseau Respect, nous avons de la matière par rapport à la mobilité. Merci la mobilité déjà. En dehors du déplacement. Je veux ajouter qu'en dehors du déplacement des espaces géographiques et sociaux, c'est aussi l'ensemble des expériences de vie que les enfants ont vécues durant leur mouvement. La mobilité s'oppose à la traite. Nous avons choisi la mobilité parce que, vous savez, depuis quelques années, on s'était trop focalisé sur la traite des enfants. Tous les enfants qui allaient au Nigeria, on les a mis dans le vocal traite. Si bien que, je dirais les enfants même qui sont placés, on les a mis dans traite. Voilà, à un moment donné, en tant qu'acteur de protection, je dirais parfois qu'on a brisé le rêve de certains enfants. Parce que dans la mobilité, il n'y a pas que de mauvaises choses. Il y a des opportunités également. Et je remercie des hommes qui nous a aussi appuyé, renforcé nos capacités dans ce domaine-là. On aura l'occasion de venir et de développer plus ample cette thématique de mobilité-là. L'autre aspect qu'on a abordé aussi, c'est le châtiment corporel. Et tout à l'heure, vous avez demandé comment est-ce qu'on aborde les questions avec les enfants de façon pratique dans les écoles. Avec les enseignants, les enfants n'aillent pas se rebeller contre les enseignants ni les parents. Bien sûr, bien sûr. Il faut dire qu'en amont, à la campagne, il y a eu une formation des formateurs pour nous permettre quand même de savoir comment est-ce qu'il faut aborder les questions sur le terrain, comment est-ce qu'il faut passer le message pour ne pas créer des situations dans les écoles. Pas coucher l'enfant et le réveiller. Bien sûr. Alors, avec les enseignants, pour parler de châtiment corporel, on a été clair. Le châtiment corporel est interdit à l'école. Il y a des sanctions? Il y a des sanctions qui vont jusqu'à l'emprisonnement. De l'enseignant? Bien sûr. Ou du parent qui a fait un châtiment? Alors, revenons pour dire que le châtiment corporel, selon le code de l'enfant, a été interdit à l'école, dans les écoles, et à la maison, dans les centres d'apprentissage et les centres d'accueil. Complètement interdit. Voilà, c'est interdit. Alors, châtiment corporel, fessé, tout et tout. Tout ce qui rentre dans le châtiment corporel est interdit. Les fessés font que les enfants comprennent vite. Mais les fessés engendrent d'énormes conséquences sur la vie des enfants, que peut-être je vais laisser madame développer après. Il y a des conséquences psychologiques. Bien sûr. Alors, avec les enseignants, on leur a expliqué quand même ce que la loi a prévu. Vous savez,
le problème des enseignants et qui vont au châtiment corporel sont multiples. C'est-à-dire les raisons qui les amènent au châtiment corporel sont quelles raisons ils avancent? En dehors de l'ignorance pour certains, il y a aussi l'effectif pléthorique dans les classes qui n'arrivent pas à gérer. Et ils pensent qu'avec voilà, un coup de chicotte, on arrive quand même à les maîtriser. Mais la logique a montré quand même que ça ne résout pas le problème. Ça développe au contraire la peur chez l'enfant, ça inhibe l'enfant. Et c'est le même enseignant qui va commencer par dire « mes enfants ne réagissent pas, ils ne participent pas à cours parce que l'enfant a peur de réagir ». L'enfant se dit « mais est-ce que je vais dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je ne serai pas châtié ?» Qu'est-ce que le professeur va me faire? Voilà. L'enseignant va me faire. Voilà. Donc c'est les éléments sur lesquels on est revenu et on a expliqué aux enseignants pour leur montrer quand même qu'il y a d'autres mesures alternatives qu'ils peuvent utiliser. Par exemple, les retenues que Madame a évoquées dans la note circulaire la note circulaire 100, je crois bien, qui a abordé ces éléments-là. On peut même aller jusqu'à renvoyer un enfant à la maison pour lui permettre de rester. Parce que vous savez, quand l'enfant pose... dans le petit coin. Bien sûr, dans le petit coin, mais avec surveillance. Avec surveillance. Pour qu'il n'aille pas fuir. Voilà, il ne s'agit pas de laisser l'enfant. Et la surveillance, pour les heures de retenue, c'est 30 minutes maxi, selon les... Retenue, je ne vois pas, je ne me visualise pas un peu ce que vous mettez dans alors, l'enfant pose un acte, on le sort de la classe et on le place quelque part. Au coin par exemple, mais c'est sous la surveillance. On peut le mettre sous le tableau et effacer le tableau sur lui? Non, c'est pas bon. Ça c'est de la maltraitance. Et je crois que la maltraitance est sévèrement punie dans le code de l'enfant. D'accord. Sévèrement punie. Pour mieux comprendre. Voilà. Il y a des peines allant jusqu'à la réclusion répétée. Voilà. Donc, voilà un peu. Et je finis sur l'aspect là en disant que avec les enfants, on leur a expliqué. Vous savez, les enfants ont droit à l'information. Mais je dis ça, garder l'information pour les enfants. Je vais demander à madame les conséquences psychologiques de non pas de la maltraitance, du châtiment corporel sur les enfants. Je vais aller du plus simple au plus complexe. Voilà. D'abord, l'enfant qui n'a pas bien répondu, qui n'a pas bien fait un exercice, ce n'est pas c'est pas par plaisir le fait, c'est pas ignorance parce qu'il ne connaît pas. Voilà, il est venu apprendre. Et si nous, adultes, nous ignorons quelque chose, nous sommes placés dans une même condition d'apprentissage et que nous ne trouvons pas la réponse, on ne nous frappe pas. Et nous ne commençons pas à nous frapper nous-mêmes. Je peux vous dire quelque chose? Moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, j'ai répondu à une question, j'ai mal répondu. Et le professeur, qui était un professeur de français, m'a dit « Mademoiselle, la prochaine fois que vous ne connaissez pas, restez tranquillement dans votre coin. » Et ça a fait que je ne réagissais plus en classe. Voilà, là, vous m'aidez à aller et à aborder l'aspect que je voudrais aborder, c'est la démotivation. C'est-à-dire l'enfant qui est battu ou qui est humilié pour avoir fait une erreur se range dans son coin. D'abord, il a peur, comme l'a dit M. Lissa tout à l'heure, il a peur, parfois il connaît la réponse, mais il a peur du traitement que l'enseignant va faire, ou bien l'adulte va faire de la réponse qu'il va donner. Du coup, il se réserve, non seulement on le frappe, on l'humilie, on le hue, et puis on le fait talocher par ses camarades, plein d'humiliations, plein de choses qui démotivent l'enfant. Et qu'il garde tout au long de sa vie. Qu'il garde tout au long de sa vie. Vous allez voir dans ces groupes d'enfants, des enfants qui commencent par perdre l'envie de venir à l'école, des enfants qui commencent par fuguer, c'est-à-dire ils sortent de la maison, mais ils ne vont plus au cours, ils attendent l'heure pour revenir à la maison. Et les gens appellent ça communément l'école buissonnière. Le parent à la maison ne cherche pas à comprendre pourquoi l'enfant ne va pas à l'école. Et pour l'aider vraiment à sortir de son état de démotivation, le parent se jette sur lui et le frappe encore aussi bien le père que la mère. Et ça renforce l'enfant maintenant dans sa démotivation. Il perd la confiance pour l'école, ses camarades, en ses parents, et il commence à sortir et à suivre les enfants dans la rue. Bienvenue à la délinquance juvénile. Bienvenue à la délinquance juvénile. Et pire que ça maintenant, il y a, comment dirais-je, tout le ressentiment que l'enfant a aussi bien dans son corps physique que dans son appareil psychique. C'est-à-dire, lorsqu'il reçoit les fesses, par exemple, la douleur qu'il reçoit au niveau des fesses
va juste dans son cerveau. Sa femme, maman me dit de ne même pas pleurer. Hein. Voilà. Et plus vous tapez quelqu'un, vous l'empêchez de pleurer ou de crier. Là, c'est un crime. Une frustration. Oui, c'est même au-delà d'une frustration. C'est de la méchanceté, c'est de la cruauté, quoi. Voilà. Donc, l'enfant, les coups, les douleurs de ces coups-là vont juste dans son cerveau et déclenchent maintenant son complexe hypothalamo-hypophysaire, si vous me le permettez. C'est-à-dire un ensemble d'appareils, qui est au niveau du cerveau, au niveau de sa gorge, au niveau des reins, au niveau de tous les organes du corps. Et la conséquence? Et puis la conséquence, c'est-à-dire ça lui au stress. Ça lui au stress, et lorsqu'il y a une montée, une grande montée de l'adrénaline dans le corps, ça lui au dégât. Ça lui à la désorganisation totale de l'organisme. Donc l'enfant peut, à partir du châtiment corporel, abandonner non seulement l'éducation, fuir l'instruction et changer de sens à son éducation et tomber malade sur le plan physique et sur le plan psychique. Et beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. Alors, donc, le châtiment corporel n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Vous l'avez dit tout à l'heure. On vous a juste adressé une parole que vous avez gardée jusqu'à aujourd'hui. Je suis sûre que ce monsieur a certainement fait des choses et dit des choses qui sont un peu bonnes, mais vous ne les avez pas retenues. De toute façon, ce qui est mauvais et douloureux pour l'organisme humain, il le retient et ça le détruit constamment. Les enfants ils constituent notre relève. Pourquoi alors détruire notre relève alors que nous vieillissons? Donc l'intérêt sera été alors de changer la donne. Voilà pour les enfants. Merci. Alors je disais que les enfants ont droit à l'information. Et cette campagne de vulgarisation porte sur 4 thèmes. C'est notre devoir à nous, en tant qu'acteurs de protection, de développer ces éléments aussi avec les enfants. Du coup, on leur a expliqué que le châtiment corporel est interdit à l'école, à la maison et dans les centres d'accueil aussi. Parce qu'on pourrait penser que, bon... Ça fait plaisir aux enfants, hein. Voilà, mais on l'a développé. On l'a développé. Mais vous leur avez expliqué que même s'il n'y a pas de châtiment, ils doivent bien se comporter. Bien sûr. Alors, la stratégie qu'on a adoptée avec les enfants, c'est de leur demander, par exemple, s'ils sont vraiment tapés dans les écoles. La réponse, comme vous pouvez l'imaginer, est oui. On a été tapés. Qu'est-ce que vous avez fait? Et on vous tape. Les réponses sont variées. Parce que je suis venu en retard, parce que je n'apprends pas mes leçons, je ne fais pas mes devoirs. Beaucoup de raisons. Alors, on a demandé à savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais été frappés ici? On dit oui. Pourquoi? Mais parce que je fais mes devoirs, parce que je fais les travaux que le maître me... Alors, ils font les choses bien. Très bien. On leur a expliqué donc alors pour dire, mais vous savez, le maître sait que ce n'est pas bon de vous taper. Mais vous aussi, aidez les enfants, aidez les enseignants en leur facilitant la tâche. Quand un enseignant vous tape, il ira en prison, ça c'est sûr. Mais si vous ne faites rien, il ne va pas vous taper. Et le discours là qu'on tient, on le tient en présence des enseignants aussi pour leur montrer que on n'est pas venu pour les monter les uns contre les autres. Voilà, et les caresser aussi pour dire, bon, voilà, nous sommes des partenaires, on ne va pas révolter les enfants contre vous, mais les enfants ont le droit de savoir quand même qu'on ne doit pas les taper. Et les enfants ont besoin de s'assurer que les enseignants ont compris également le message. Bien sûr, bien sûr. Donc, je crois que l'approche qu'on a utilisée quand même, je ne crois pas qu'on ait remonté des enfants. Voilà. Et vous n'allez pas vous lasser de lutter pour nos enfants. Bien sûr, bien sûr. Madame Akplogan, au-delà de comment est-ce que vous sensibilisez les enfants, quelles ont été quelques réalisations sur le terrain qui vous ont marqué? Les réalisations sont nombreuses. Oui, les plus marquantes. Les plus marquantes, c'est d'abord l'accueil et l'implication des CRP, des chefs de région pédagogique. L'accueil à nous réservé par les directeurs, les responsables d'établissement, aussi bien que les enseignants. L'autre fait qui m'a bien marqué, c'est la participation, la pleine participation active des enfants. Ils ne se sont pas du tout fait prier et ils ont tous participé à cœur joie. Ils ont dit tout ce qu'ils pensaient. Puis, tout ce qui est contenu dans le document, tout ce pour lequel nous nous sommes préparés, tout ce que nous sommes préparés à leur passé,
a été évoqué par eux. Vous voyez? Donc, nous n'avons été que vous avez été là que pour éclaircir renforcer, voilà. Et donner peut-être les terminologies convenables, appropriées, c'est tout. Donc, ça a été très bien fait. Et puis, aussi bien les uns que les autres ont souhaité qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin. Et nous avons senti aussi la promesse. Il y a un complexe où nous avons eu la chance de rencontrer un ou deux, de rencontrer les parents d'élèves, voilà. L'association des parents d'élèves. Et puis ceux-là, ils étaient vraiment aux anges. Ils se sont proposés pour s'impliquer dans cette campagne-là, dans cette lutte pour la sensibilisation des parents au profit des enfants. Monsieur, je voudrais ajouter un aspect aussi comme réalisation. C'est que ce qui nous a aussi fait beaucoup plaisir sur le terrain, avec les parents d'élèves qui ont participé aux formations, et qu'il y en a qui nous ont ramené des fiches de naissance d'enfants qu'ils ont gardées par devant eux depuis parce que... Sans réaliser l'acte de naissance. Voilà, parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas allés à l'examen cette année, dont les dossiers n'ont pas été envoyés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'acte de naissance. Et quand on aborde l'aspect enregistrement des naissances, ils sont les enseignants, les directeurs, les enfants, devant les réactions, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Et si on prend ne serait-ce que l'aspect acte de naissance, il y a beaucoup à faire. Et une seule campagne ne suffirait pas. Voilà. Et nous avons même pris, par exemple, une fille de naissance dans une école de la place pour aider le parent à voir le volet, à rechercher le volet, parce que ce parent s'est plaint, par exemple, de n'avoir pas les moyens de quitter Cotonou pour pouvoir retirer ce précieux document-là. Et nous avons aussi impliqué dans cette campagne les élus locaux? Non, pas encore. À cette phase, c'est les centres de promotion sociale que nous avons associés à la campagne qui vont nous aider à aider dans la recherche des volets dans les arrondissements, nous aider à continuer la prise en charge des enfants, l'accompagnement des enfants et dans les écoles concernées par cette campagne pour le moment. Et je crois qu'avec eux, nous allons faire beaucoup de miracles. Et le RESPESD a beaucoup de perspectives, certainement, au-delà de cette campagne. Vous avez parlé d'une phase pilote. Voilà. À quand la généralisation? Alors, il faut dire que déjà, à partir de 2018, nous pensons réaliser la campagne proprement dite. C'est juste une phase pilote, comme je l'ai dit. À Cotonou, ça vous encourage déjà? Oui. À Cotonou, nous avons choisi uniquement 5 écoles. 5 écoles. Et je crois que c'est partout ailleurs quand même. Dans tous les départements, on a choisi 5 écoles par département, dans les 12 départements du Bénin, pour faire cette campagne, pour pouvoir apprendre aussi de cette expérience, pour mieux organiser les autres phases. Il faut dire que nous avons en vue former toutes les couches de la population prises en compte par le Code de l'enfant, à savoir les élus locaux, les agents de santé, la population et les élèves du secondaire, du primaire que nous avons déjà entamé et généralisé dans les autres écoles également. Donc, en termes de perspective, c'est de lancer véritablement la campagne en 2018. Si d'ailleurs nous avons des partenaires qui veulent bien nous soutenir, nous allons le faire. De toute façon, même s'il n'y a pas de partenaire, ne vous découragez pas. On fera. On travaille pour nous-mêmes. On ne fait que ça d'ailleurs, sans partenaire. On s'appuie sur les structures membres du RESPESD pour réaliser les activités. C'est l'occasion pour moi, si vous le permettez, de remercier les ONG telles que Terre des Hommes, SIPCRE Bénin et Association Messager de la Paix et SOS Village d'Enfants qui nous ont aidés pour cette campagne-là, pour la vulgarisation. Comme je l'ai dit, c'est des structures qui sont membres du réseau et qui apportent et leur contribution une manière aussi de dire bien qu'ensemble financière. vous êtes plus fort. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Madame Aplogan, ce message, ce sera pour les parents et pour ces apprenants-là. En tant que psychologue aujourd'hui, parlant des 4 thématiques, un bref résumé, hein, qu'est-ce que chaque parent devrait faire pour assurer un bon avenir, une bonne protection à ses enfants, déjà? Merci beaucoup. Et c'est très simple, que chaque parent reconsidère aussi bien ses enfants que ses devoirs vis-à-vis de ses enfants. Et pour être rapide et succinct, je dirais,
la déclaration de naissance des enfants, l'éducation sans la chicotte de ces enfants-là, et, on dirais-je, le droit à la mobilité. Non, le droit à une mobilité saine, puisque c'est pas, voilà, à une mobilité sécurisée, et puis le droit à une protection, et beaucoup de conseils à ces enfants-là. Et quant aux enfants, est-ce que parce qu'on connaît ses droits, on peut se rebeller contre ses parents? Ah non, je voudrais surtout inviter les enfants à dialoguer avec leurs parents. Même si les parents ne les comprennent pas toujours, il faut que les enfants n'arrêtent pas de dire « Maman, est-ce que tu sais que telle chose m'est arrivée à l'école, telle chose m'est arrivée dans la rue, telle chose m'est arrivée à l'atelier ». Il faut que les parents, les élèves, les enfants disent ça pour aider. Il faut aller également vers les papas. Hein. Parce que des fois, les papas ont plus oui, je voudrais vraiment que les enfants ne soient pas muets, ne se taisent pas sur leurs problèmes, parce que voilà que nos parents en ont beaucoup chez nous, et puis ils ne peuvent pas tous identifier les problèmes des enfants. Il faut que nos enfants aussi parlent avec les enfants, parlent de leurs difficultés dans la rue, à l'école et à l'atelier avec leurs parents. Et surtout que ces parents soient ouverts au dialogue. Chaque parent a le devoir de protéger son enfant, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre. Chaque parent a le devoir de déclarer la naissance de son enfant pour lui assurer un avenir juridique certain, pour l'aider à aller à tous les examens de la vie, pour l'aider à être ce qu'il veut être demain. C'est très important. Quelles que soient vos difficultés, quels que soient vos problèmes en tant que parent, faites toujours l'effort de donner plus et toujours plus. Le meilleur à vos enfants, c'est important. Et comme on le dit chez nous, là où on n'est pas allé en tant que parent, on veut bien voir nos enfants aller encore plus loin. Et motivés par cette phrase-là, faisons toujours des efforts, sacrifions-nous. Et si nous avons aujourd'hui la possibilité de faire moins d'enfants pour mieux nous occuper de ces enfants-là, faisons-le, parce qu'il ne s'agira pas demain d'en avoir beaucoup et de refuser de s'en occuper véritablement, car c'est de notre responsabilité dont il est question. Et le plus important, les membres du réseau des structures de protection des enfants en République du Bénin ne seront pas fatigués. Accompagnez-les. Si vous avez l'information aujourd'hui en tant que parent, portez l'information vers d'autres personnes de votre communauté, d'autres personnes de votre population, parce qu'ensemble, on devient plus fort. Et donc, si l'information passe de bouche à oreille et que vous n'avez peut-être pas une bonne compréhension, rapprochez-vous des centres de promotion sociale, des ONG qui sont dans vos localités pour avoir plus l'information, pour en donner plus. Et comme j'ai l'habitude de le dire, un élu local a une plus grande responsabilité. On n'est pas élu local pour s'asseoir dans sa chaise, dans son bureau ou dans sa maison. On est élu local pour sensibiliser sa population sur les questions de développement, les questions de protection, pour dénoncer les abus sur nos enfants. C'est très, très important. Nous, médias, on fera toujours ce qu'on pourra. On est prêt à vous accompagner. Vous qui faites partie des réseaux de protection des enfants, on fera toujours ce qu'on peut pour vous, pour qu'ensemble, demain, on ne dise plus que dans notre pays, des droits de l'enfant sont brisés, des droits de l'enfant sont bafoués, mais au contraire, qu'au Bénin, les droits des enfants sont respectés. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. À la semaine prochaine.